Donc, bienvenue à ce talk sur Angular et les observables. Alors, rapidement, vu que je pense qu'on va déborder en fait, donc je vous propose, si vous voulez venir me voir après le talk, discuter de tout ce que vous voulez parmi ces technos-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, moi, je m'appelle Wassim, je travaille chez Sphere à Paris, je suis développeur advocate là-bas. Vous pouvez me trouver sur un Twitter principalement et GitHub sous pseudonyme Manikineko. Donc, n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter ou même vous poser vos questions là-bas. Et je fais partie du programme Google Developer Expert en Angular. Alors, avant de parler d'Angular et les observables, on va parler en fait de ce qu'on appelle la gestion des states dans une application web moderne, en SPA. Mais effectivement, avant, je vais préciser, à chaque fois que je vais parler d'AngularJS, je fais référence à Angular 1.x. Et à chaque fois que je dis Angular, c'est la 2 et plus. Donc aujourd'hui, c'est la 4. Donc comment AngularJS gérait cette histoire de state, en fait? Comment ça marchait? Alors vous connaissez tous AngularJS, je suppose. Hein. Voilà, c'est un peu vieux maintenant. Tout le monde connaît, tout le monde maîtrise. Et tout le monde maintenant est familier avec ce modèle de... Enfin, c'est ce concept de view model qui a été introduit par Angular, mais qui existe dans d'autres technos, hein, par exemple, XAML, de Microsoft, il me semble. Alors en fait, le problème avec ce pattern-là, c'est que dans Angular, en tout cas, c'est du coup un problème d'implémentation d'AngularJS, pardon, c'est cette fameuse digest loop, cette boucle de digestion en fait, qui permettait du coup de synchroniser le modèle avec la vue. Donc à chaque fois que la vue changeait, le modèle se mettait à jour et inversement. Et le souci, c'est vu comment elle était implémentée, vu comment elle était faite, etc., il y avait pas mal de problématiques. Forcément, le problème numéro 1 que tout le monde connaît dans AngularJS, dans une application AngularJS, c'est les perfs. Tout le monde râle, on a des problèmes de perf, on a des problèmes de perf. C'est principalement à cause de cette fameuse boucle, parce que voilà, l'application, enfin, Angular, on va dire le framework, ne sait pas ce qui a changé, doit continuellement en fait, faire son fameux dirty check-in. Il y avait aussi une histoire de complexité. À chaque fois qu'on avait par exemple des bindings qui étaient faits à droite, à gauche, ça modifiait, etc. Et plus l'application est grosse et complexe, en fait on avait des bindings à droite à gauche, ce qui en plus du coup introduisait des problèmes de perf, parce que du coup AngularJS était par nature en fait, comment dire, il y avait un binding bidirectionnel par défaut, contrairement à Angular. Donc j'en ai parlé rapidement, effectivement, la partie side effect. Voilà, à chaque fois qu'on modifie quelque chose à droite, de l'autre côté de l'application, ça se mettait à jour alors qu'on ne s'était pas voulu. Mais bon, principalement, en plus de ça, je veux dire, il y avait aussi cette fameuse... il y avait de la magie, en fait, on ne savait pas comment c'était fait. On nous a dit à droite, à gauche que la boucle de gestion écoutait tous les événements de la page, puis etc. Bref. Donc c'était assez compliqué pour un développeur de comprendre comment ça se passait. Si vous voulez donc une explication plus détaillée, il y a Tero qui a fait un blog post sur ça, où il compare en fait le dirty check-in ou la détection de changement dans tous les frameworks et toutes les librairies front, dont du coup AngularJS. Donc je vous conseille d'aller lire son blog, il est super intéressant. Maintenant, passons à Angular. Angular, ce qu'il faut savoir, c'est contrairement à AngularJS, en fait, il ne vous force pas à faire du view model, du MVVM, model view model. En fait, il y a quelques paradigmes, mais vous n'êtes pas vraiment obligé de respecter ça. Par exemple, on peut effectivement faire du MVC, on peut faire du MVVM, du model view intent si vous le préférez, mais il y a quand même un petit modèle qui se distingue, un petit paradigme, pardon, c'est la programmation réactive. Simplement parce que Angular lui-même est codé en fait en réactif. On le verra d'ailleurs à la fin des slides, mais il y a plein d'API d'Angular qui sont déjà réactives en fait. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez choisir votre pattern, il n'y a pas de souci. Donc par rapport, nous, ce qu'on va se concentrer sur ce talk, sur la partie réactive, c'est le sujet du coup de ce talk-là, et on va parler de la programmation, donc FRP, Functional Reactive Programming, demandant Wikipédia. Donc je ne vais pas vous lire tout ça, vous avez le lien, mais on va juste se concentrer sur quelques points clés, quelques mots-clés. Donc voilà, on a un data flow asynchrone, functional programming, etc. Et on a du modeling, on va dire, temporel.
Tout ça, effectivement, quand on creuse un peu plus, voilà, on retombe sur la définition même des streams. Les streams qui, maintenant, voilà, c'est un peu partout, en Java, en JavaScript, je pense dans d'autres technos aussi. Et quand on s'intéresse à la définition en fait, des streams, donc simplement, en fait, c'est une suite, on va dire, d'événements. Voilà, c'est marqué en gras, d'événements asynchrones. Mais très intéressant, enfin, ce qui est très important, c'est que c'est ordonné dans le temps. Donc voilà, pour résumer en 2 mots ce que c'est des streams. Avec un petit marble diagramme, pour ceux qui aiment bien les diagrammes, comme moi. Donc voilà, en fait, on a une échelle, on va dire, temporelle, puis en fait, on va recevoir, du coup, un stream, c'est quoi? C'est qu'on va recevoir des événements. Les événements, ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être des événements, par exemple, des callbacks, ça peut être des timeouts, enfin des callbacks aussi, mais on va dire asynchrones. Mais ça peut être aussi j'appuie sur une touche clavier, ça c'est un événement aussi, voilà. Tout ce qui est, tout ce qu'on peut faire via une UI en JavaScript. On peut aussi recevoir des erreurs, forcément. Il peut y arriver qu'il y ait des erreurs. Et puis, on reçoit obligatoirement un événement de fin, en fait, quand on a un stream. Alors, quand il y a une erreur, normalement, en fait, le stream s'arrête aussi. Mais on peut arrêter le stream sans qu'il y ait d'erreur. Si vous allez sur le site RX Marbles, vous avez plein en fait, d'autres diagrammes comme ça qui expliquent beaucoup mieux que ça en fait, les différents opérateurs qu'on va introduire par la suite, mais de la même manière. Vraiment une échelle temporelle. Donc voilà, vu que tout le monde aime bien les gifs, j'ai mis des gifs, voilà, des chatons, on peut considérer que c'est un stream. Vous n'êtes pas obligé de rigoler. Alors, comment fonctionnent les streams? En Angular, de toute façon. Je ne vais pas parler d'autres technologies, je parle que d'Angular. Donc, dans Angular, depuis donc, la réécriture du framework, l'équipe en fait, a décidé d'utiliser RxJS. Donc, qui connaît RxJS ou Rx tout court? Voilà. Donc, RxJS, c'est l'implémentation des Reactive Extensions pour JavaScript. Mais vous avez également la même chose en Java, en Swift, en plein de langages, même en Python. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, RxJS, c'était une implémentation, d'ailleurs c'est toujours une implémentation des observables, ce qu'on appelle les observables du coup. Et ces observables-là, ça a été introduit, donc en fait, ça va être introduit, on va dire par la suite, ça va être introduit dans les standards du web, les standards JavaScript. Donc c'est en stage 1, donc niveau 1, c'est en cours de discussion dans le TC39, et un jour, dans quelques années, 1 ou 2 ans, peut-être en ES 2018-2019, ça sera par défaut dans le navigateur. Du coup, en fait, on n'aura plus besoin de, par exemple, RxJS, ou à la limite, RxJS va être juste en fait, un polyfill, voire un ensemble d'opérateurs au-dessus des standards, comme ce qu'on avait avant avec les promesses, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est, quand on parle d'observable, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, il y a un gros débat sur Internet sur la définition des observables. J'essaie de faire un petit résumé. Alors, on dit que les observables, en fait, c'est comme les promesses. Juste, voilà, pour pas trop rentrer dans le détail, on dit que c'est comme les promesses, par contre, ce n'est pas des promesses, mais c'est asynchrone quand même. Donc, c'est pour ça que ça ressemble à des promesses, en termes d'API, en fait, en termes d'utilisation. On dit également que les observables, c'est comme les tableaux, parce que voilà, en fait, on a on va dire un ensemble d'événements, d'items, de données qui arrivent. Mais bon, c'est pas un tableau, par contre, c'est itérable, on peut boucler dessus. On peut utiliser filter, map, reduce, par exemple, ou même une boucle simple. Et du coup, ces observables, pour nous développeurs, à quoi ça nous sert? En fait, c'est ça qui nous permet, cette API-là qui nous permet de travailler sur les streams, sur la notion stream. Avec un observable, on peut créer des streams, combiner, mélanger, transformer. Beaucoup d'ailleurs, c'est ce qu'on fait notamment avec Angular. Et évidemment, souscrire et réagir en fait aux événements. Donc, réagir, le React, là, c'est ce qui donne en fait son nom à la programmation réactive. En fait. On réagit aux événements. Et d'ailleurs, c'est un concept, c'est pas nouveau en fait comme concept. Quand on fait du JavaScript, on fait déjà de programmation réactive. En fait, on définit des callbacks, des event listeners et on réagit aux événements. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut même généraliser ça pour toutes les interfaces graphiques. À chaque fois qu'on travaille sur une UI, en fait, on réagit à des événements. Avec du coup ces observables, en fait, on peut appliquer des opérations donc, grâce à ce qu'on appelle les opérateurs. Donc les opérateurs, c'est des fonctions, des méthodes qui sont capables d'appliquer du coup une transformation sur des valeurs.
sur le stream de data qu'elle reçoit. Il y en a quelques-uns, les opérateurs. Les plus connus, c'est map, reduce, filter, delay par exemple, debounce, mais je vous ai mis un lien parce que voilà, il y a beaucoup plus que ça, il y a au moins une centaine d'opérateurs en fait. Souvent, certains sont des alias à d'autres, comme le switch map, flat map, etc. Un petit exemple de code, ça fait toujours plaisir. Donc voici un simple code qui permet, qui nous permet d'utiliser de façon réactive. Qui peut me dire ce que ça fait, ce code? Non? Pourtant, c'est clair. On crée un observable à partir d'un événement, l'événement KeyApp. Voilà. Ensuite, en fait, on s'en fout de l'événement, mais on récupère juste la valeur, celle qu'on a saisie avec le clavier. Et puis, en fait, on laisse passer que si la longueur de la chaîne de caractères est supérieure à 2. Et on attend, en fait, on fait un debounce, un throttle de 500 millisecondes pour retarder. Si quelqu'un tape super vite, en fait, on retarde. Et après, donc, on subscribe. En fait, dès qu'on a mis, dès qu'on a mis le subscribe, en fait, c'est à ce moment-là qu'on crée l'observable. Donc là, on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer dans la notion du cold et du hot observables, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si je n'avais pas fait le subscribe, ok, j'ai un code là, mais qui ne fait rien. J'ai le from event, map, filter, throttle, mais qui ne fait rien. Et ça, d'ailleurs, c'est très important dans le monde Angular, parce que quand on fait par exemple, HTTP GET, qu'on verra tout à l'heure, si je ne fais pas de subscribe derrière, la requête XHR ne part pas. Elle part au moment où je fais un subscribe. Mais là, on s'écarte un peu du sujet. Mais globalement, vous allez retrouver toujours ce pattern-là. Je crée un observable, je crée un stream avec un observable, je peux le transformer et je dois souscrire pour réagir aux événements. Dans Angular, en fait, donc pour utiliser les observables, plutôt comment, vu que c'est marqué, comment Angular exploite cette notion d'observable. Déjà, tout le monde est à l'aise avec Angular, les concepts d'Angular, les concepts basiques, HTTP, ceux-là, ouais. Vous avez le droit de lever la main. Ok. Bon, de toute façon, les autres, on n'a pas le temps de tout expliquer. Vous allez avoir donc pas mal de code. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, on pourra en discuter après le talk. Ici, j'ai un exemple d'utilisation du formulaire, surtout du Model Driven Forms, dans le Reactive Forms module, qui nous permet simplement de faire des formulaires, mais de façon réactive, on va dire. Donc, dans mon template HTML, voilà, j'ai deux inputs, un textérieur et un input. Et puis, dans le code, dans le contrôleur en bas, dans le composant, donc je crée un form group et puis voilà, j'ai les différents champs. En fait, ce qu'il faut savoir, quand on fait ça, quand on utilise le Reactive Form Module d'Angular, en fait, on peut appeler la propriété value changes qui est un observable. Et donc dessus, je peux map, filter, subscribe, faire mes transformations. Par exemple, ici, j'ai mon formulaire. Quand il a changé, en fait, je fais un sanitize pour nettoyer, par exemple, l'adresse mail. Et après, je ne réagis que si le formulaire est valide. Donc c'est pour ça que j'appelle thisForm.valide. Et voilà. Donc, quand les deux opérateurs passent, du coup, dans ma variable VM, je vais avoir en fait la représentation. Non, pardon, je fais un print du formulaire. Je peux également écouter le ngSubmit. Donc ngSubmit, c'est un événement d'Angular, mais c'est aussi une propriété du form group. Et ici, ce que je fais, pareil, je récupère à partir du tableau des controls de mon formulaire. Les controls, c'est juste les différents champs input, en fait, et les champs de saisie d'un formulaire. Là, je récupère l'email. J'ai un flat map, j'y ai rien mis pour l'instant ici, mais effectivement, je peux faire un appel serveur directement ici, donc avec une requête get, par exemple, pour vérifier que l'adresse mail est unique ou de ne pas être déjà présente, etc. Et donc tout ça, vraiment, de manière, on va dire, claire et surtout lisible, en tout cas. Et il ne faut pas oublier le subscribe, évidemment. Passons maintenant à HTTP. Donc le module HTTP d'Angular est aussi réactif. Donc quand j'injecte HTTP dans le constructeur, donc je peux l'utiliser, par exemple, ici je fais un get, et sur le get, ça me retourne un observable, donc je peux faire un map, filter, flat map, zip, ce que vous voulez. Donc ça, c'est le pattern que vous allez voir. 2 minutes. Ok, je vais speeder.
Hop. Un exemple beaucoup plus long, on en parle à la fin, donc, mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment dans un seul bloc de code. Hop. Un truc super important, c'est ce qu'on appelle les event emitters dans Angular. Donc, à chaque fois que vous déclarez des outputs d'un composant, donc à chaque fois qu'un composant déclenche un événement, vous êtes obligé de déclarer un event emitter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les event emitters, c'est juste des subjects en fait en RxJS, si vous êtes à l'aise avec les observables et RxJS. Les event emitters, c'est une abstraction dessus des subjects, mais beaucoup plus intégré, on va dire, dans le corps d'Angular. Parce que voilà, Angular, quand vous faites un event emitter, en fait, il subscribe et unsubscribe de l'événement pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà, donc ici, je trigger mon event. Enfin, je reçois mon event et avant, je le triggerai. Donc voilà, donc ça, c'est fini. Ça, c'était du coup comment Angular utilise en interne les observables. Voilà. Merci de m'avoir écouté.